Imagine que tu gardes tes économies de toute une vie chez ton voisin. Ton voisin sympa, solide, costaud. T'as confiance. T'as toujours eu confiance. Et un beau matin, ton voisin change les serrures. Pas contre toi spécifiquement, il a juste décidé que certaines personnes n'allaient plus avoir accès à ce qu'elle avait déposé chez lui. Toi t'as vu ça depuis ta fenêtre, les deux mains autour de ton café. Est-ce que tu laisses encore tes économies là? Parce que c'est exactement la question que plusieurs pays se sont posées ces dernières années. Et certains ont tranquillement repris leurs clés, récupéré leur stock, et sont rentrés chez eux sans faire de vagues. Sans conférence de presse. Sans grand discours. Une opération discrète, propre, presque chirurgicale. Pendant ce temps, nous autres au Canada, on regardait ça tranquillement. Et si tu penses que j'exagère, attends la suite. Parce que la vraie question, celle que personne ne pose franchement dans les grands médias, dans les débats économiques, dans les discussions de cuisine à Ottawa, c'est pas ce que les autres ont fait. C'est ce que le Canada, lui, a choisi de faire. Et ce choix-là, il est spectaculaire. Pas pour les bonnes raisons. Quelques chiffres. Juste des chiffres. Froid. Sans commentaire pour l'instant. En 1965, le Canada détenait 1023 tonnes d'or dans ses réserves officielles. En 2003, 458 tonnes. En 2012, 102 tonnes. En 2016, moins de 3 tonnes. 3. On est rendu à compter en épicerie fine. En 2017, 0. 0 tonnes d'or dans les coffres du Canada. Pas une légère réduction. Pas une optimisation prudente. Une liquidation totale, méthodique, étalée sur 50 ans, menée par des gouvernements conservateurs, libéraux, et tout ce qu'il y a entre les deux avec un consensus presque touchant dans son unanimité partisane. Le Canada est aujourd'hui le seul pays du G7 à détenir officiellement 0 g d'or dans ses réserves de change. Le seul. Sur 7. Prenez un moment. Laissez ça rentrer. Buvez une gorgée. Pendant que la Chine empilait des lingots par milliers de tonnes. Pendant que la Russie reconstituait ses coffres après l'effondrement soviétique. Pendant que la Pologne, la Hongrie, l'Inde accumulaient massivement. Pendant que même la France, alliée atlantique, partenaire de l'OTAN, pays qui partage nos valeurs, nos institutions, nos lundis pluvieux en réunion internationale récupérait discrètement ses dernières réserves stockées sur le sol américain pour les ramener chez elle. Pendant tout ça, le Canada vendait. Calmement. Méthodiquement. Presque joyeusement. La version officielle, elle est propre. Elle tient sur un PowerPoint de 3 slides. Elle a l'air d'une décision prise par des grandes personnes sérieuses dans des costumes bien coupés autour d'une table en bois de cerisier. L'or ne rapporte pas d'intérêt. Il coûte à stocker, à assurer, à transporter, à auditer. Il faut littéralement le peser régulièrement et apparemment, ça prend du temps. Dans un monde financier moderne, avec des obligations souveraines, des bons du trésor, des instruments diversifiés et des rendements prévisibles, garder des lingots dans un coffre seringuard. C'est archaïque. C'est presque gênant, comme arriver à une réunion ou avec un fax. Alors on a vendu. Progressivement, proprement. On a remplacé par des actifs modernes, liquides, bien libellés, bien gérés, bien dépendants. Et c'est là que la version officielle oublie un petit détail. Un tout petit détail qu'on va appeler la différence entre un placement et une assurance. Un placement, t'en veux du rendement. Tu l'optimises. Tu le compares. Tu le switches si quelque chose de mieux se présente. Une assurance, t'espères ne jamais en avoir besoin. Et le jour où t'en as besoin, t'es extrêmement content qu'elle soit là physiquement, tangiblement, sur ton territoire, sous ta juridiction, inaccessible à quiconque voudrait te compliquer la vie. L'or a toujours été la deuxième chose. La réserve de dernier recours. Le kit de survie financier d'un État souverain. Pas un produit d'investissement. Une garantie d'indépendance. Et le Canada a décidé qu'il n'en avait pas besoin. Parce que franchement, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Alors voilà les vraies questions. Celles qu'on peut se poser tranquillement, sans chapeau d'aluminium, sans abonnement à un forum de survivalistes, juste avec un peu de curiosité et un deuxième café. Pourquoi le Canada est-il le seul G7 à avoir liquidé jusqu'au dernier gramme? Pas jusqu'à 20%. Pas jusqu'à 5%. Jusqu'à zéro absolu. Pourquoi cette radicalité-là, que personne d'autre parmi nos pairs n'a jugé nécessaire d'imiter? Pourquoi cette décision n'a jamais fait l'objet d'un vrai débat public? Quand le gouvernement coupe 200 millions dans un programme quelconque, ça fait la une pendant 3 semaines. Quand il liquide silencieusement une réserve nationale accumulée depuis des décennies, silence. Pourquoi? Et surtout maintenant que le prix de l'or a explosé, atteignant des sommets historiques en 2024 et 2025,
Maintenant que la tendance mondiale est clairement à l'accumulation et au rapatriement, pourquoi personne dans la classe politique canadienne ne lève la main pour dire, même à voix basse, on aurait peut-être dû en garder un peu? Est-ce que c'est parce que la décision était brillante et qu'on ne comprend pas tout? Ou est-ce parce qu'admettre une erreur de gestion patrimoniale nationale sur 50 ans, c'est difficile à caser entre deux annonces sur le logement abordable? Je ne dis pas que c'était une erreur. Je dis que la question mérite d'exister. À voix haute. En public. Sans qu'on nous réponde avec un tableau comparatif des rendements obligataires à taux réel ajustés à l'inflation depuis 1995. Pour comprendre ce qui s'est passé, faut remonter. Pas loin dans le temps. Juste après la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, à Bretton Woods, les pays alliés reconstruisent l'ordre financier mondial sur des cendres encore tièdes. Le dollar américain devient la monnaie de réserve planétaire. Et ce qui lui donne sa valeur, c'est une promesse simple. Chaque dollar est convertible en or, à taux fixe. Le système tient parce que la promesse tient. Le Canada s'intègre naturellement et profondément dans cette architecture. On est les voisins, les partenaires commerciaux, les alliés militaires, les cousins économiques. Nos économies sont liées. Notre sécurité est liée. Notre confiance dans le système américain est totale, sincère, et soyons honnêtes, plutôt bien méritée à l'époque. Et puis, en 1971, Nixon fait sauter le verrou. Unilatéralement. Un dimanche soir à la télévision. Sans consultation préalable. Du jour au lendemain, le dollar n'est plus convertible en or. Le système de Bretton Woods s'effondre. Et le monde s'adapte, parce que le monde n'a pas vraiment le choix quand c'est la plus grande économie de la planète qui change les règles. Ce moment-là, c'est pas juste une anecdote d'histoire monétaire. C'est une démonstration, brutale et limpide, qu'une promesse financière internationale peut être retirée en 15 minutes de temps d'antenne. Que les règles du jeu peuvent changer sans que tu sois consulté, peu importe combien t'as confiance dans le joueur d'en face. Plusieurs pays ont retenu la leçon. Discrètement, mais fermement. Et puis il y a 2022. Le gel des actifs russes. Plusieurs centaines de milliards de dollars bloqués par les puissances occidentales. Sans entrer dans les jugements politiques, parce que ce n'est vraiment pas le sujet ici, l'événement a envoyé un signal extrêmement clair à de nombreux banquiers centraux à travers le monde. Des réserves placées à l'étranger, dans un système contrôlé par d'autres, peuvent dans certaines circonstances devenir hors de ta portée. Pas théoriquement. Concrètement. En temps réel. Ce n'est pas une certitude que ça t'arrivera à toi. C'est une possibilité. Mais une possibilité que plusieurs gouvernements ont jugée suffisamment sérieuse pour modifier leur stratégie de réserve. Pas le Canada. Le Canada, à ce moment-là, n'avait plus rien à rapatrier. Le dossier était clos depuis 5 ans. Proprement classé. Parce que voilà ce qui se passe en parallèle, pendant que le Canada regardait ailleurs. La Chine a multiplié ses réserves d'or officielles déclarées par plus de 3 depuis 2008. Et on s'entend que ce qu'elle déclare officiellement représente probablement le plancher de ce qu'elle détient réellement. Personne dans le milieu ne pense sérieusement que les chiffres officiels de Pékin racontent toute l'histoire. La Russie a reconstruit des réserves massives après les sanctions de 2014, une stratégie explicite, publiquement assumée, de découplage progressif du système dollar. Pas une théorie. Un programme gouvernemental documenté. La Pologne a rapatrié 100 tonnes de lingots entreposés à Londres. Le gouverneur de la Banque centrale polonaise l'a annoncé devant les caméras, avec une fierté à peine dissimulée. La Pologne. Un pays qui, il y a 30 ans, sortait à peine de l'économie planifiée. La Hongrie, l'Inde, la Turquie, le Kazakhstan. Tous s'accumulent. Tous rapatrient. Tous renforcent leur position. Et même en Europe occidentale, là où on attendait le moins ce genre de réflexe souverainiste, des voix commencent à se lever pour réévaluer la dépendance aux réserves détenues hors frontières. Ce n'est pas un mouvement marginal de nationalistes économiques nostalgiques de l'étalon or. C'est une tendance documentée, mesurable, publiée par le FMI et la Banque des règlements internationaux, et qui s'accélère depuis 2015. D'un côté, une portion croissante du monde dit « on va quand même garder un peu d'or. Juste au cas où ». De l'autre, le Canada dit « non merci, on est correct, on a confiance ». Et là il ne s'agit pas de dire que le Canada a tort. Il s'agit de noter que le Canada est seul dans sa position. Profondément, radicalement, inconfortablement seul parmi ses pairs du G7. En matière de gestion de risque, quand tu es le seul à faire quelque chose parmi tes égaux, t'as 2 hypothèses possibles. Soit t'as un avantage stratégique que les autres n'ont pas vu. Soit t'as raté quelque chose que tout le monde a vu. Je vous laisse décider laquelle vous semble plus probable. Maintenant concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une apocalypse financière imminente.
Pas la fin du dollar. Pas l'effondrement du système occidental. Pas une invasion de zombies économiques depuis le Grand Nord. Rien de tout ça. C'est plus subtil. Et c'est précisément pour ça que c'est difficile à expliquer entre la soupe et le dessert. Ce qu'on observe, c'est un lent rééquilibrage des priorités stratégiques. Plusieurs États, pas tous, mais assez pour que ça dessine une tendance, cherchent à diversifier leur souveraineté financière. Moins de dépendance à un seul système. Moins d'exposition à des décisions que d'autres pourraient prendre unilatéralement. Plus d'actifs physiques, tangibles, qu'on contrôle directement, sur son territoire, sous sa propre juridiction. Si cette tendance s'accentue et rien n'indique qu'elle va s'inverser, elle pourrait soutenir structurellement la demande d'or sur le long terme. Et le Canada, qui a vendu ses réserves à des prix historiquement bas il y a 10, 20, 30 ans, se retrouve à observer cette dynamique depuis les estrades. Sans position. Sans levier. Sans once. Pas en crise. Pas en faillite. Juste, absent d'une conversation que tout le monde semble avoir en ce moment sur la souveraineté monétaire dans un monde qui se fragmente. C'est comme arriver à une réunion de copropriété et réaliser tranquillement qu'on a signé des procurations à tout le monde sans vraiment lire ce qu'on leur permettait de décider à notre place. C'est légal. C'est propre. C'est peut-être même rationnel à court terme. Mais confortable, ça l'est un peu moins. Et là, je veux être direct avec toi. Ce serait facile de transformer tout ça en scandale national. En preuve d'une incompétence crasse ou d'une trahison délibérée des intérêts canadiens. Ce serait simple. Ça ferait des vues. Ça serait satisfaisant émotionnellement. Ce n'est pas ce que je fais. La décision de vendre l'or canadien a été prise par des gens qui avaient probablement de bonnes raisons dans leur contexte. Des économistes respectés, des conseillers sérieux, des gouvernements démocratiquement élus. Dans les années 90 et 2000, avec des taux d'intérêt élevés, un dollar américain dominant, et une confiance solide dans la stabilité des marchés financiers occidentaux, arbitrer des lingots contre des obligations avait une logique réelle. Défendable. Raisonnable. Et il est parfaitement possible que sur le très long terme, les rendements obtenus sur les actifs alternatifs compensent ce qu'on aurait pu gagner en gardant de l'or. Les économistes ne s'accordent pas là-dessus, et quiconque prétend avoir la réponse définitive te raconte une belle histoire. Ce que je dis, et je le dis clairement, c'est qu'il y a une conversation à avoir. Publiquement. Sérieusement. Avec des chiffres sur la table et des questions sans langue de bois. Pas une commission d'enquête dramatique. Juste une discussion honnête sur ce que cette décision signifiait alors, ce qu'elle signifie maintenant. Et si dans le monde de 2025 on ferait les mêmes choix? Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais la question, elle mérite d'exister. Et c'est là qu'on arrive à l'essentiel. Parce qu'il y a deux façons de recevoir ce que je viens de te raconter. La première, c'est de hausser les épaules. Dire que c'est des affaires de banquiers centraux, que ça te concerne pas, que t'as des vraies choses à régler dans ta journée. C'est une position parfaitement honnête. Le monde de la finance institutionnelle est opaque, souvent ennuyeux, et conçu à moitié consciemment pour décourager les questions. La deuxième, c'est de se demander ce que ces décisions-là disent de la façon dont un pays gère ou ne gère pas sa souveraineté sur le long terme. Pas en mode panique. Pas en mode complot. En mode adulte. Qui prend ces décisions? Au nom de qui? Et est-ce qu'on nous a bien expliqué les compromis? Parce que la souveraineté, c'est pas juste un drapeau sur un édifice fédéral et un hymne qu'on chante en demi-mesure au match de hockey. C'est aussi la capacité concrète d'un pays à agir de façon indépendante quand les circonstances l'exigent. Et cette capacité-là, elle se construit ou elle se dilapide sur des décennies. Décision après décision. Lingot par lingot. Ou dans notre cas, absence de lingot après absence de lingot. Moi je te dis pas quoi penser. Je te dis que ça vaut la peine d'y penser. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse plus que tu pensais au départ. Alors fais-moi plaisir, laisse un commentaire. Dis-moi ce que t'en penses vraiment. Est-ce que le Canada a eu raison? Est-ce qu'on s'en fout parce que le système tient? Est-ce que t'aurais fait pareil à la place des décideurs de l'époque? Toutes les réponses sont bonnes. Même je sais pas, parce que je sais pas mais je me pose la question, c'est déjà infiniment plus utile que je sais pas et je m'en fous. Abonne-toi si t'aimes qu'on te parle de finances sans te prendre pour un idiot et sans essayer de te vendre un séminaire à 997 $ à la toute fin. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que la finance c'est ennuyant. Parce que la finance, c'est pas ennuyant. La finance, c'est de la politique avec des chiffres. Et la politique, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. À la prochaine.